Mesdames et messieurs, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International, spécialement dans cette édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres ici en Égypte. Et bien sûr, durant ces derniers jours, il y avait un rapport tout à fait très intéressant qui a été publié, révélé par le Fonds monétaire international concernant l'Égypte. Selon le Fonds monétaire international, l'Égypte va enregistrer le 4e taux de croissance le plus élevé en 2023. Entre-temps, on trouve qu'il y avait d'autres indices très importants concernant toujours l'économie égyptienne. Par exemple, l'Égypte est le 3e pays arabe dans le volume d'investissement étranger direct en 2021. Alors qu'on trouve en même temps des experts dans le domaine des finances, dans le domaine de l'économie, qui parlent de la politique de réforme qui a aidé l'économie égyptienne à faire face aux crises mondiales. Beaucoup des questions qu'on va bien sûr proposer durant cette édition à travers la ligne de NAL TV International avec monsieur Jean Messeha, notre grand économiste, notre grand analyste politique même. Monsieur Jean Messeha, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup pour votre coopération, votre gentillesse. Et comme d'habitude, vous êtes toujours, toujours essayez de nous donner l'opportunité de vous contacter pour parler un peu plus de l'économie nationale, mais aussi de l'économie mondiale. Justement, il y avait un rapport de la part du FMI qui parle de la croissance économique de l'Égypte qui va atteindre le 4e taux de croissance le plus élevé en 2023. Et ça, alors qu'on trouve que la croissance économique mondiale se ralentit. Vous avez donc des points à nous révéler, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, je pense que le taux de croissance, si vous voulez, qu'enregistre l'économie égyptienne, qui est apparemment très important, comme l'affirme le dernier rapport du FMI, mais ce rapport ne fait que confirmer la revue article 4 du FMI qui a eu lieu il y a quelques mois et qui dit à peu près la même chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que le maréchal Al-Sisi, quand il est arrivé à la tête de l'Égypte, il a entrepris de très grosses dépenses d'investissement, notamment d'investissement en infrastructure, notamment le canal de Suez, l'ouverture de nouvelles routes, de nouvelles gares, etc. Et ça, en économie, c'est ce qu'on appelle un big push, c'est-à-dire une forte poussée initiale qui, évidemment, est très coûteuse au départ, mais qui finit ensuite par porter ses fruits au bout de quelques années sur la croissance, puisque vous savez que nous avons deux modèles économiques qui ont montré l'importance des investissements en infrastructure au niveau macroéconomique sur la croissance. Vous avez le modèle de la croissance endogène qui dit qu'effectivement, il n'y a pas de croissance économique possible sur le long terme sans des investissements massifs en infrastructure. Et ensuite, il y a le modèle de Rosenstein-Rodan du début des années 70 qui dit exactement la même chose. Donc là, on a avec l'Égypte une sorte de cas pratique à ces deux modèles de théorie économique, puisque, encore une fois, le président Al-Sisi a mis le paquet initial non pas sur la consommation, ce qui a d'ailleurs été un choix qui a été beaucoup critiqué à l'époque. Il a mis d'abord le choix sur l'investissement public massif, et je pense qu'aujourd'hui, l'Égypte est en train d'en recueillir les fruits, et donc ce qui montre aussi que les choix initiaux du président égyptien ont été les bons choix. Est-ce que je dois tirer un peu les paroles par exemple, depuis 2015 l'État égyptien, sous la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi, a essayé d'atteindre quelques objectifs, notamment par exemple la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité hydraulique de l'Égypte. Donc toutes ces politiques qui ont été adoptées par l'État égyptien à partir de 2015 a pu faire, selon vous et selon même le Fonds monétaire international, est-ce que ça a pu faire de l'Égypte, si je peux dire, un bloc, une force économique qui a pu faire face aux défis économiques et s'adapter aux crises mondiales, parce que c'était en fait l'un des points essentiels soulignés par le FMI.
En fait, si vous voulez, le FMI est assez paradoxal parce que le FMI, en tant qu'organisation internationale, est une organisation qui a longtemps milité pour la mondialisation, pour l'ouverture des frontières, pour le libre-échange, etc. Or, le FMI est en train de reconnaître implicitement que des choix souverainistes peuvent aussi être des choix qui sont porteurs de fruits très positifs pour la croissance économique d'un pays. C'est-à-dire qu'un pays qui a choisi la souveraineté dans tous les domaines, vous l'avez rappelé, de la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, c'est évidemment un pays qui résiste le mieux aux chocs asymétriques exogènes constitués par exemple par des événements comme la guerre en Ukraine et ses conséquences. Donc évidemment, les pays qui sont les plus dépendants de l'international sont aussi les pays les plus vulnérables lorsque la conjoncture internationale se retourne. A contrario, les pays qui ont cultivé leur souveraineté, leur indépendance économique, sont des pays qui résistent le mieux à ces chocs, qui sont les plus résilients aux chocs économiques et qui résistent le plus lorsque, évidemment, la conjoncture mondiale se retourne. À propos des chocs économiques, par exemple, on trouve qu'à propos même des répercussions de la crise russo-ukrainienne, de la crise sanitaire de Covid-19, on trouve actuellement dans la presse internationale de grands titres concernant, par exemple, la croissance française, qui sera durablement affectée par la crise énergétique. En Allemagne, le marché redoute un choc énergétique, mais aussi un choc s'est rallié. Donc, comme vous venez de nous souligner, c'est trop paradoxal de trouver de telles économies fortement perturbées, alors que ici en Égypte, non, on n'a pas atteint les mêmes, par exemple, le taux d'inflation ou les mêmes chocs énergétiques, chocs alimentaires. Donc, est-ce que c'est ça ce que vous avez pu nous révéler? Bien sûr, il y avait une sorte de souveraineté et d'indépendance économique face à face aux grandes puissances économiques mondiales ou face à face à l'économie mondiale en général. Il est vrai que les économies françaises et allemandes sont beaucoup plus dépendantes à la fois de l'Europe et de l'international. Le modèle énergétique allemand a été construit sur la base d'un accès au gaz russe notamment. Et il est évident que si un modèle est basé sur la dépendance à une matière première d'importance en provenance d'un pays, si ce pays se rend en quelque sorte pieds et poings liés, dépendant de l'autre pays. Donc là, en l'occurrence, l'Allemagne est très dépendante de l'énergie fournie par les Russes. Donc si les Russes décident de couper le robinet, l'Allemagne se retrouve en défaut. C'est un peu moins le cas que la France, parce que la France conserve malgré tout une énergie nucléaire. Mais s'agissant de l'Égypte, il est clair qu'il faudra surveiller attentivement le taux d'inflation, parce qu'effectivement, là, l'inflation en France et en Allemagne est très élevée. Elle est à peu près de 7 à 8% en moyenne européenne, un peu moins de 6% en ce qui concerne la France, mais il est vrai que ce sont des pays qui partaient d'une inflation très très basse aussi, qui avait une inflation entre 1 et 2% il y a 6 mois. Donc c'est ce qui n'est pas le cas de l'Égypte. L'Égypte avait une inflation un peu plus élevée. Donc l'Égypte maintient son taux d'inflation antérieur, qui est certes plus élevé que la moyenne européenne, mais qui n'est pas affecté du coup par le choc inflationniste en provenance de la guerre d'Ukraine. Mais c'est quand même un élément qui est très très surveillé par la Banque centrale égyptienne, parce que évidemment un taux d'inflation important, il a des répercussions sociales très fortes. Et il faut rappeler quand même que les printemps arabes sont partis des taux d'inflation sur des matières de première nécessité qui étaient très importants. Donc la Banque centrale égyptienne fait très attention et fait un contrôle drastique du taux d'inflation. Et je pense que la politique économique qui est menée par le gouvernement égyptien, notamment la décision de maintenir quand même malgré tout un certain nombre de subventions sur les produits de première nécessité, qui plus est dans un contexte très tendu sur les prix des matières premières, je pense que ce sont de bons choix. Donc en fait, comme vous venez de dire, oui, il y avait deux taux d'inflation qui sont un peu plus élevés ici en Égypte qu'en Allemagne ou qu'en Europe en général. Mais justement,
les effets ne sont pas presque les mêmes. Grâce, par exemple, comme c'était bien écrit dans le rapport de la FMI, grâce à des politiques monétaires et financières, mais aussi économiques adoptées par le gouvernement égyptien. Mais justement, vous avez encore une fois suscité un élément très essentiel, c'est le taux d'inflation. Donc, à la lumière de cette dernière hausse effectuée par la Fed américaine, qui essaye de frapper encore pour, selon les économistes, juguler l'inflation au sein des États-Unis. Mais justement, il y avait des inflations ou plutôt des effets sur l'économie égyptienne, les économies des pays émergents en général. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne les effets de cette dernière décision? C'est la 4e décision de hausser le taux d'intérêt directeur de la Fed. Comment ça va affecter l'économie égyptienne? En même temps, j'ajoute, pourquoi ou comment même vous observez ces politiques monétaires pratiquées par la Banque centrale égyptienne face à tous ces chocs énergétique, inflationniste, céréales. Alors, c'est vrai que vous savez que la livre égyptienne est pégée, est ancrée au dollar américain. Donc, évidemment, quand toutes les décisions de politique monétaire américaine, elles impactent la politique monétaire égyptienne, puisque la politique monétaire égyptienne a gagné en crédibilité dès lors que non seulement elle a choisi l'ancrage au dollar, mais qu'elle a été capable au cours de ces dernières années de tenir l'ancrage. Parce qu'en fait, tout pays peut décider d'ancrer sa monnaie à une monnaie plus forte. Ce que regardent les marchés financiers, ce n'est pas la décision de l'ancrage, c'est la capacité de la Banque centrale à maintenir sur le moyen long terme cet ancrage. Ce que jusqu'à présent, la Banque centrale européenne, la Banque centrale égyptienne, a réussi à faire. Maintenant, si vous voulez, je pense que la décision prise par la Banque centrale américaine d'augmenter les taux d'intérêt pour être en mesure de casser la dynamique inflationniste est une mauvaise décision. Parce que une politique monétaire d'augmentation des taux directeurs n'a d'effet sur l'inflation que lorsque l'inflation est une inflation endogène, c'est-à-dire générée par la croissance économique d'un pays. Quand un pays connaît une croissance économique très forte, eh bien, cela suscite de l'inflation, en raison des tensions qu'il peut y avoir sur le marché des biens et services, sur les tensions qu'il peut y avoir sur le marché du travail aussi, parce qu'une économie en croissance est aussi une économie qui a un faible chômage, et donc évidemment, ça peut se traduire par des hausses salariales qui alimentent l'inflation. Mais en fait, le contexte actuel, ce n'est pas du tout ça. L'inflation actuellement constatée à la fois sur les pays occidentaux et sur les pays émergents, c'est une inflation exogène, c'est-à-dire générée par un phénomène extérieur à ces économies. Et donc, en fait, si on augmente les taux d'intérêt, ça peut même avoir un effet procyclique. C'est-à-dire, non seulement ça ne va pas ralentir l'inflation, mais ça va surtout ralentir la croissance. Parce que quand on augmente les taux d'intérêt, toutes les décisions d'investissement, par exemple, un taux d'intérêt qui augmente, ça rend les investissements plus chers. Surtout ceux qui sont réalisés sur endettement. Oui, en ce qui concerne, par exemple, les investissements, on trouve qu'il y avait une dernière statistique qui a été révélée par le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres, IDSC. Selon cette statistique, l'Égypte est le 3e pays dont le volume d'investissement étranger direct en 2021, avec 5,4 milliards de dollars et 16,4% du total d'investissement dans la région arabe. Donc, c'est une statistique tout à fait intéressante. Et pour ça, j'aimerais bien sûr vous proposer une question. L'Égypte possède actuellement la main-d'œuvre qualifiée, possède la technologie, possède l'infrastructure sophistiquée, possède en principal, en grosso modo, l'énergie. Bien sûr, comme vous savez, l'énergie, autour de l'énergie, il y avait toujours des conflits. Donc, d'après votre point de vue, en tant qu'un économiste qui vit actuellement en France, comment vous trouvez, premièrement, cette statistique? Deuxièmement, comment vous évaluez la performance de l'économie égyptienne en ce qui concerne l'investissement?
Bah, écoutez, je pense que l'investissement direct à l'étranger en Égypte est surtout, comment dirais-je, motivé, poussé, encouragé par la stabilité politique égyptienne. C'est-à-dire que autrefois, l'un des pays qui recevait le plus d'investissements à l'étranger, c'était le Liban. Évidemment, l'instabilité politique, économique et sociale au Liban a rendu ce pays assez peu attractif aux capitaux. Or, l'Égypte est considérée comme aujourd'hui un pays sûr, un pays stable, un pays dont le gouvernement a une légitimité. Et donc, effectivement, quand les choses sont stabilisées, on va dire, dans une région où il n'y a plus beaucoup de pays qui le sont finalement, parce que la Syrie n'est pas stable, l'Irak n'est pas stable, la Libye n'est pas stable. Donc, on va dire que sur la région du Proche et du Moyen-Orient, à part peut-être la Jordanie, l'Égypte est le plus grand pays, effectivement, susceptible de se targuer d'une stabilité sur le moyen-long terme qui permet de rassurer les investisseurs. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous avez énormément d'Égyptiens qui sont établis, la diaspora égyptienne qui s'établit à l'étranger, et qui aussi, à travers ces remittances, c'est-à-dire ces transferts de l'étranger, peuvent constituer également indirectement une source d'investissement en Égypte. Donc voilà, je pense que c'est un contexte à la fois de stabilité égyptienne dans une région qui reste toujours instable, et ensuite la crédibilité acquise par l'économie égyptienne, elle-même nourrie par la crédibilité de son gouvernement. Justement, d'après le rapport de la FMI, les efforts de l'État se poursuivent pour améliorer l'environnement de travail de l'investissement. Et en même temps, le rapport jetait la lumière également sur les soutiens apportés par l'État égyptien au secteur productif dans l'économie égyptienne. Donc, à cet égard, comment vous trouvez, si je peux dire, par exemple, d'après des économistes égyptiens, la phase actuelle, c'est la phase qui brandit le slogan « la production, la production, la production ». Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, l'Égypte, anciennement, l'Égypte est un pays qui a été baigné dans une forme de soviétisme intellectuel. C'est-à-dire qu'on se méfiait finalement de tout ce qui vient de l'étranger, de tout l'argent étranger. Alors évidemment, il y a eu la politique de l'infitah d'Anwar el-Sadat et de l'ouverture, mais globalement, et jusqu'à récemment, je dirais que les investissements étrangers en Égypte ont toujours été vus avec une pointe de suspicion. Et d'ailleurs, quand on a autorisé ces investissements, on les a flanqués de garanties très fortes, par exemple comme l'obligation d'avoir un partenaire égyptien qui a plus que la majorité du capital investi, etc. Et je pense que depuis que le maréchal al-Sisi est président de l'Égypte, il y a eu une forme de décomplexification finalement de cet investissement, à la fois dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que l'Égypte a été décomplexée par rapport à l'investissement étranger, en disant, bon ben voilà, nous on n'a pas peur, vous pouvez venir investir votre argent, vos profits, vous en ferez ce que vous voudrez, etc. Donc il y a eu une forme de l'Égypte s'est décomplexée, en tout cas l'environnement économique égyptien s'est décomplexé par rapport à l'investissement étranger, et aussi une décomplexification dans le sens où les choses ont été simplifiées. Il y a eu une simplification administrative, fiscale, juridique, qui a permis effectivement d'accroître l'assurance de l'investisseur étranger dans sa volonté, ou en tout cas dans sa concrétisation de son investissement en Égypte. Oui, en fait, M. Jean Msera, en fait, il y a une sorte de vue de suspicion, comme vous avez dit, envers les économies occidentales actuellement, après ce qui a été fait avec les investisseurs et les hommes d'affaires russes. Et justement, il y avait des points d'interrogation qui ont été bien sûr proposés par les différentes nationalités asiatiques, africaines, à propos de leurs fonds, s'il y avait une crise politique qui a été, ou qui va, par exemple, ou qui peut être déclenchée entre les Occidentaux, les Asiatiques, les Occidentaux et les Africains. Mais justement, pour clôturer cette édition, l'un des éléments qui ont poussé l'économie égyptienne à réaliser dans la prochaine période une forte croissance, c'est
l'extension dans les programmes socio-économiques. Donc, j'aimerais avoir votre commentaire pour clôturer cette édition. Bah, écoutez, oui, alors sur le premier point que vous avez soulevé, à savoir une éventuelle guerre entre les Occidentaux et la Russie, il faut simplement comprendre que en fait, le centre du monde n'est plus l'Occident. C'est-à-dire que tout le monde croyait que la Russie allait s'effondrer à cause des sanctions imposées par les Occidentaux. On voit bien que ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil, ni l'Égypte n'ont condamné formellement Vladimir Poutine dans sa politique contre l'Ukraine. Et que donc il y a une espèce de nouveau monde qui est en train de naître, dont le centre de gravité ne sera plus l'Occident, mais il sera du côté des pays émergents et notamment du côté des pays asiatiques. Ça, c'est le premier point. Donc effectivement, l'Égypte, comme elle est alignée effectivement sur une politique un peu non occidentale, elle bénéficie finalement des investissements étrangers non occidentaux, à commencer par les Russes, les Chinois, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur votre deuxième point, concernant les programmes sociaux, encore une fois, le gouvernement égyptien, pour passer le cap de cette crise internationale qui peut avoir des répercussions, notamment sur les céréales, sur le blé, etc., et à la lueur de l'expérience qui s'était passée en 2011-2012 de ces pays comme la Tunisie, qui se sont enflammés justement à cause du renchérissement d'un certain nombre de produits de première nécessité, le gouvernement égyptien, si on doit le conseiller, doit maintenir sa politique d'attention très grande vis-à-vis des populations les plus fragiles pour être en mesure de sortir de cette crise internationale sans secousse sociale. Ouais. Donc, Monsieur Jean Moussah, en fait, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part en ce qui concerne plusieurs points concernant le rapport du FMI concernant les perspectives du FMI concernant l'économie égyptienne. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je n'ai plus de temps pour vous donner un peu plus d'espace pour nous expliquer d'autres éléments très importants qui ont été bien sûr contenus dans ce rapport de FMI. Par exemple, l'Égypte est lui nécessaire. Il est nécessaire de renforcer le développement du secteur privé et d'améliorer la bonne gouvernance. Le taux de chômage baisse à 6,9% en 2023 par rapport à 2021, où le taux a atteint 7,3%. Donc, avec de telles explications proposées ou révélées par notre invité, j'aimerais vous remercier infiniment pour votre attention et toujours bonne suite de nos programmes sur NAL TV International.